Organiser des journées du terrassement, c'est bien, mais d'une certaine façon, est-ce qu'on n'a pas mis un peu la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'on aura besoin de terrassiers demain? Est-ce qu'on aura besoin de travaux? C'est un peu la question qu'on va se poser, en même temps qu'on va se poser l'autre question qui est quel type de perspective et d'exigence doit-on avoir pour le futur, pour le métier de terrassier, dans la mesure où ce métier pourra encore trouver de quoi se nourrir. Donc la première question qu'on voulait se poser, c'était savoir si on aurait une activité qui le permettrait. Étaient prévus et toujours prévus participer à cette table ronde M. Philippe Duron, qui est député du Calvados, ancien maire de Caen, qui a apparemment quelques soucis pour arriver jusqu'à nous. Donc, comme nous sommes un peu tenus par les horaires, nous commencerons malgré tout, et bien sûr, il sera le bienvenu quand il arrivera. Marc Papinutti, au centre de cette estrade, directeur général de Voies navigables de France, dont l'un des grands chantiers du moment est le canal Seine-Nord-Europe, dans le cadre de la liaison fluviale européenne Seine-Escaut. Vincent Hulot, près de moi, directeur général adjoint aménagement et mobilité du département de l'Oise. Pascal Rossigny, au bout, chef de centre au CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Et Marc Petit, directeur du département infrastructure linéaire de Razelbeck. Je vous le disais, on souhaitait, et je souhaitais entrer sur ce débat en demandant à Philippe Duron, qui est l'auteur d'un rapport extrêmement important sur la mobilité, qui s'appelle Mobilité 21, et lui poser cette question qui était simple. La France a-t-elle encore besoin de grandes infrastructures, et si oui, pourquoi? Évidemment, je vais d'une certaine façon faire la réponse pour lui. J'espère que quand il arrivera, il ne me contredira pas. Il est évident que dans le cadre d'un développement qui est un développement durable, qui est un développement nécessaire, qui est une progression et une évolution de la société, il y a toujours besoin d'infrastructures. Reste à savoir quel taux d'infrastructure. Il aurait sans doute beaucoup mieux répondu que moi à cette simple question. Mais nous avons la chance d'avoir ici, que ce soit Marc Papinutti ou Vincent Hulot, des personnes qui peuvent aussi nous aider à répondre à cette question, puisqu'ils sont responsables des infrastructures spécifiques, dans le cas des voies navigables, ou peut-être plus général dans le cas de la responsabilité d'un département, et eux savent pourquoi ils construisent et les bénéfices que tirent les territoires de ces aménagements qu'ils peuvent mener. Et donc je vais commencer par Marc Papinutti. On parle de voies navigables, ça laisse toujours un peu rêveur. On a l'impression de voyager un peu dans le temps. On se rappelle de la péniche qui s'avance. Mais c'est autre chose, la voie navigable. C'est un outil de développement du territoire. Quel bénéfice les territoires qui sont traversés tirent-ils de ces aménagements? Tout d'abord, on a quand même 6700 km de réseau, dont plus de 2000 à grand gabarit. Le grand gabarit, c'est un endroit où on passe des convois qui peuvent monter jusqu'à 4400 tonnes. 4400 tonnes, si je fais un calcul rapide avec un camion qui prend 20 tonnes et qui fait 15 mètres de long, ça fait 3 km de camion bout à bout. Ça, on s'en aperçoit pas, mais ça rentre dans Paris. Ça va pas jusqu'à l'île de la Cité, mais ça rentre dans Paris et ça livre tout le béton parisien et toutes les installations à l'intérieur de la ville. Donc je dis ça parce que des fois, la seule pensée qu'on a au mot voie navigable, c'est l'homme du Picardie ou le canal du Midi et ses platanes bien malades. Donc voilà, ça c'était pour planter le décor. Si je continue de planter le décor, je dirais aussi que quand on va dans le nord de l'Europe, le Rhin, la Moselle, ou là même tout simplement maintenant les Hauts-de-France, enfin si c'est accepté, on est dans la plaine et on a une vision d'un transport fluvial qui fait la moitié de l'évacuation des conteneurs de Rotterdam, qui fait, même sur la Seine, on doit faire une quinzaine de % des conteneurs. Donc on est aussi dans un mode de transport, j'allais dire, néoclassique, tel que la route ou le ferroviaire. Je le dis parce que notre image est négative par le passé. Puis c'est vrai que nous, le dernier grand canal qu'on ait fait, pour vous situer, j'écoutais ce que on se disait sur les stratégies, les mobilités 21 ou autres. Quand on a commencé le canal du Nord, c'était avant la Première Guerre mondiale. Et on l'a fini dans les années 60, on est en train de fêter le cinquantenaire du canal du Nord. Donc ça remet aussi nos pendules à l'heure sur la vitesse de nos infrastructures de réalisation et de construction.
Bon, cela dit, quand on est en France, en fluvial, on a 3 grands bassins. Enfin, le bassin qui va vers le nord de l'Europe, qui soit d'ailleurs le nord-est, dont on parle le Rhin et la Moselle, ou le nord de la France, qui va vers les ports du Nord et cette plaine du Nord. Le Rhône, qu'on a rendu navigable avec beaucoup de travaux, parce qu'il fallait, c'est la CNR qui l'a fait dans le cadre d'une concession qui n'est pas que du transport, qui est d'abord de l'hydroélectricité. Et puis la Seine. La Seine a un petit défaut, au lieu d'aller tout droit, les ingénieurs n'ont pas trouvé la solution depuis des années. Elle fait des méandres, et donc elle est un peu plus lente que les autres. Donc nous, notre job, c'est de fiabiliser ce qui est l'existant, et puis c'est Seine-Nord, c'est relier le nord de l'Europe à la vallée de la Seine. Il y a eu des projets plus ambitieux encore qui étaient la réalisation de Rhin-Rhône, qui a été arrêté dans les années fin des années 90, et on a eu un nouveau projet, un projet sur Saône-Moselle-Saône-Rhin. Mais la commission Duron a sagement dit qu'il allait plutôt attendre un peu plus tard pour le faire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure ? On est habitué de nous parler de notre infrastructure linéaire, donc avec 2 aspects simples qui sont particuliers à l'eau. C'est qu'en fait, nous, on n'a pas simplement une entrée-sortie tous les 30 km, mais partout, on peut avoir un port. Un port, c'est quoi ? C'est de l'activité soit de transbordement, soit de l'activité industrielle, le BTP, enfin tout ce que vous connaissez bien, soit même des conceptions de produits. Quand on prend on a un marché extraordinaire en France, c'est l'agriculture. L'agriculture fait des tas de produits qui sont bons pour l'export. Ils savent même utiliser la peau du pois pour faire des cosmétiques. Et tout ça, ils le transforment très souvent sur les ports. C'est pour ça qu'une infrastructure comme Seine-Nord, c'est pas simplement le tuyau de 106 km, mais c'est toute un chapelet de sites qui seront des ports et des sites industriels. Et puis, ça donne... une infrastructure fluviale, ça donne du marché à des gens parce qu'on abaisse le coût de transport par une méthode extrêmement simple, on massifie plus. Et on a par exemple sur Braine-aux-Jean, pour aller à Nogent-sur-Seine, aujourd'hui on est limité un peu plus de 1500 tonnes, on va passer à 3000 tonnes. 3000 tonnes, on divise presque par 2 le coût de transport, donc la capacité du produit en France à être exporté plus loin, puisque c'est la compétition mondiale et ces produits sont en compétition. Donc voilà, on est à la fois un service et à la fois... on permet de générer de l'emploi local qui n'est pas uniquement de la logistique, mais qui peut être vraiment de la transformation. Puis deuxième point, alors là c'est comme la particularité du fluvial, c'est que c'est une infrastructure qui est vivante, parce que dedans on a de l'eau, et la première chose que transporte VNF, quoi qu'on en dise, c'est de l'eau. Et de l'eau, ça veut dire que c'est un espace naturel, c'est des poissons, c'est de la biodiversité, c'est tout un système, mais c'est aussi de l'alimentation parfois pour les personnes. Donc on a en plus cette responsabilité sociétale, j'y reviendrai, mais qui est un peu différente des gestionnaires d'infrastructures, parce moi je subventionne et je réalise des passes à poissons, c'est mon job, c'est pas un truc imposé. Donc on a d'un côté cette formidable réalisation industrielle, la connexion à l'Europe du Nord, et en même temps cette hyper responsabilité de l'eau par rapport à d'autres infrastructures qui sont plutôt solides et simples. Après, c'est des chantiers, mais ça on y reviendra. J'imagine que c'est un sujet, si je parle de Seine-Nord, je vais être un peu trop long tout de suite. Je ne veux pas ouvrir tout de suite en appétit les gens, parce que je sais que le monde des terrassiers l'attend, qu'il soit de taille moyenne, petite ou grande, et que ce n'est pas les millions de mètres cubes dont j'ai révisé les chiffres qui sont les plus intéressants, même si, je vais quand même le dire, c'est sous le contrôle de Pierre qui est là et Catherine Jacquin qui est là en haut, c'est 60 à 65 millions de mètres cubes. Donc on est sur des très gros chantiers et effectivement le démarrage sera probablement quelque chose d'important. Puis je termine juste sur un point. Avant, VNF était le maître d'ouvrage. VNF, établissement public administratif, grand maître d'ouvrage qui respecte l'État, qui a un conseil d'administration. Et les collectivités, ça c'est quand même une grande nouveauté, ont demandé, et c'était intégré dans la loi Macron, à créer une société de projet, à égalité ou presque, entre État et les collectivités. Mon voisin, d'ailleurs, me tirait les oreilles dès que j'écrivais mal les projets d'ordonnance. Je le dis parce que c'est aussi un changement des grands gestionnaires d'infrastructures qui aujourd'hui sont publics, État, pour un certain nombre de choses. Là, on va avoir une cohabitation dans le management, même dans l'essence même du projet, de nos collectivités territoriales, qui, puisqu'elles y voient un intérêt certain, cofinancent, avec en plus l'Europe qui nous a promis pour l'ensemble Seine-Escaut 980 millions d'euros. Donc on est quand même sur un projet qui est bien parti.
Question subsidiaire rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités en France? Est-ce qu'il y a d'autres besoins? Est-ce qu'il y a des territoires qui bénéficieraient avec bonheur de voies navigables ou il n'y en a pas pour l'instant? On a... Le problème, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que il y a des endroits qui sont simples ont déjà été faits il y a une centaine d'années, donc on pourrait revisiter ce que c'est qu'une voie navigable et puis au gabarit Freycinet. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est probablement d'améliorer les dernières interfaces, c'est-à-dire la liaison avec nos grands ports maritimes, que ce soit Le Havre ou Marseille. Et puis toujours aller rechercher, aller plus loin. Donc c'est ce qu'on fait sur Braine-aux-Jean. C'est la reconnexion aussi à grand gabarit à la Belgique en gagnant. On va faire on a au contrat de plan État-région le comté Pomerol, c'est qu'on va essayer de draguer là aussi pour raccourcir le temps de transport. Donc on a ces connexions. Sur d'autres grands projets, et moi j'avais apprécié beaucoup le travail de Philippe Duron, c'est vrai qu'à un moment il faut un petit peu faire une pause pour voir la capacité qu'on a de faire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je fais partie des gens qui sont aussi inquiets sur l'état du réseau, de l'existant, notamment les infrastructures ou les réalisations techniques qu'on a pu faire dans les années 60-70, où on a construit vite, très bien, mais voilà, il faut refaire des barrages. Puis moi j'ai un dernier besoin, parce que vous le savez peut-être pas, mais parce que ça se voit pas trop, on a un contrat de partenariat. Je ne remets pas en état pour la navigation, mais je mets en état pour les inondations, la Meuse et l'Aisne, et on a un contrat de partenariat où on transforme ce qui était un barrage à aiguille où des hommes arrachent encore un truc de 60 kilos dans des eaux glacées par des barrages pneumatiques. Et on en a 23 qui sont comme ça. Et je dois dire que c'est pas très facile à faire. C'est pas dans des endroits où vous allez, puisque c'est par exemple sur la Meuse entre Charleville, Mézières et Givet. Mais là, j'ai des centaines d'hommes, et pas peu de femmes, qui arrachent des choses. Donc cette modernisation, elle fait aussi partie de nos travaux. Merci. Vincent Hulot, votre expérience départementale, vous avez notamment un plan mobilité route, cycle, train. C'est une nécessité économique, certainement, pour le développement du territoire. Vous êtes aussi, et d'ailleurs, Marc Papinutti le faisait remarquer, sur des territoires communs. Vous avez, je crois, des choses sur lesquelles vous travaillez ensemble pour le développement d'un département. Les infrastructures, ça pèse. Donc pour planter le décor, le département de l'Oise est un département qui est situé au nord de Paris, qui comporte 4000 km de routes départementales, et qui a 800 000 habitants. 3 grandes villes qui sont Creil, Compiègne et Beauvais. Il n'y a pas de grande métropole centrale. Et une rivière, il y a plusieurs rivières, mais il y a notamment la rivière Oise, qui permet de connecter le canal du Nord et le canal de l'Aisne. Donc je vais repartir de ce qu'a dit Marc Papinutti en disant que finalement, quand on crée un tuyau, une route, un canal, une voie ferrée, il se crée toujours de l'activité avant ou après. Autour du canal et du projet de canal est née il y a quelques années l'idée d'un port fluvial en fait qui a été porté par les collectivités, donc le département, les communes environnement, les Comdecom, la région, et puis qui a été financé par l'Europe, et on a construit donc ce port fluvial dans la perspective de la construction du canal. Et surtout en anticipant la construction du canal, puisque ce port fluvial comporte plusieurs zones, dont une zone de granulats qui intéresse aujourd'hui fortement VNF pour la construction et la logistique du canal. Mais on voit aussi dans cette expérience que tout n'est jamais gagné, parce qu'en fait, on a commencé la construction de ce port qui aujourd'hui fonctionne, il n'y a pas de problème. On l'a commencé bien avant, et c'était pendant le dialogue du PPP. Et on a trouvé donc des industriels qui sont installés, qui ont signé des contrats. Et le jour où le PPP a été arrêté, il y en a un qui a dit moi, ça ne m'intéresse plus, et qui est parti. Donc on voit que pour nous, collectivité, on a quand même investi 16 millions d'euros dans cette infrastructure. Ça comporte toujours des risques. A contrario, parfois on arrive après. C'est-à-dire que je vais donner un autre exemple qui va vous parler. La base aérienne de Creil, qui est une base de défense. Il y avait 800 personnes il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont 3000. On parle de passer à 3500 personnes. Et donc, cette base aérienne, il y a un accès routier. Et donc, tout est complètement saturé. Et donc là, nous, on va accompagner en fait
la base pour améliorer ces accès. Donc on voit que c'est la difficulté des collectivités de s'adapter aux besoins. Et c'est sûr que, hein, comme je disais, on crée une route, il y a de l'activité qui se crée. Et parfois, on crée la route parce qu'il y a de l'activité qui s'est créée. C'est le cas de l'aéroport de Beauvais. Hein. L'aéroport de Beauvais, c'était un aéroport de campagne il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de passagers. Donc forcément, on a accompagné ça. Et ça nous a conduit aussi, parce que dans l'Oise, on avait une particularité, peut-être d'autres départements sont comme ça, mais on avait quand même un gros retard dans les infrastructures, parce qu'on est quand même à la frange de l'Île-de-France, et donc une grosse poussée démographique de l'Île-de-France, et il y avait un retard, notamment parce que l'autoroute Est-Ouest avait été construite en passant par Saint-Quentin et Amiens, et pas par l'historique route du Blé qui reliait Reims-Beauvais-Rouen, quoi. Et donc, on a créé, la majorité départementale de l'époque, en 2004, a établi un plan routier en disant il faut rattraper le retard. Donc, on fait un plan routier à 15 ans. Et puis, en fait, on s'est rendu compte à l'usage qu'on ne pouvait pas se contenter d'un simple plan routier qui était ambitieux, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais qu'il fallait avoir une vision plus globale des choses. Et c'est pour ça qu'en 2010, on a fait un plan de mobilité qui était beaucoup plus large et qui prenait en compte toutes les possibilités de mobilité. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut de la route, parce qu'il faut de la route, il faut pour faire rouler ne serait-ce que les cars. Si on veut mettre des cars de transport en commun, on voit que ça se débloque beaucoup aujourd'hui. Il faut du rail. Donc, par exemple, on avait intégré aussi la liaison Cré-Roissy, le TER-GV de Picardie. Et puis, on a adapté aussi, du coup, nos lignes de cars, et puis les voies de circulation douce aussi. On a développé tout un réseau d'accès de proximité aux usines. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que on aura toujours besoin d'infrastructures, ça c'est clair. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi. On avait un retard, et du coup, on a été amené dans les 10 dernières années, là, et c'est encore en cours, à faire de très très grosses opérations et à mobiliser beaucoup de financements. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que dans la configuration actuelle, malheureusement, les infrastructures, quand on veut aller construire une route, quand vous cherchez un financement pour tourner, il n'y a personne. Hein. L'Europe finance très peu les routes. La région, chez nous, ne finance plus les routes. L'État ne finance plus les routes départementales. Et donc, on est bien souvent seul à porter les projets de construction routière. Moins pour le port fluvial, hein, moins pour les gares intermodales, mais sur vraiment la construction routière. Et grosso modo, dans les 10 dernières années, c'est là où on a fait les plus gros chantiers de terrassement, puisque Ribécourt-Noyon, c'est à peu près 400 000 m3, et Troissereux, on était parti sur 1 million, on arrive à 600 000. Et puis on a aussi une autre déviation à Trichâteau, où on a beaucoup de terrassement. Voilà. Oui, j'en tire que, hormis les aspects financement, quoi qu'il arrive, dans un sens ou dans l'autre, soit les équipements, les aménagements aident au développement, soit les aménagements rattrapent le besoin. Il y a un autre type de besoin qui existe, et je me tourne vers Pascal Rossigny, c'est celui qui est lié un petit peu à l'évolution climatique. Alors vous travaillez, Pascal Rossigny, sur le plan national d'adaptation des infrastructures de transport au changement climatique. C'est une nécessité d'évolution de nos équipements? Est-ce que c'est une nécessité de construction de nouveaux équipements? Alors, on a un petit problème technique de chargement. Est-ce qu'il est possible d'avoir le PowerPoint, s'il vous plaît? Voilà. La technique arrive toujours à résoudre tous les problèmes. Merci beaucoup. Oui, donc je travaille en effet, entre autres choses, sur le plan national d'adaptation au changement climatique. Alors, c'est une démarche qui a été initiée par le ministère de l'écologie, partant du constat qu'il y a changement climatique. Alors ça, c'est un constat qui n'est peut-être pas encore complètement partagé par tout le monde. Donc je veux bien parler dans l'échange qui va suivre d'événements climatiques, parce que des événements climatiques, ça, on en observe. Hein. On en observe des événements climatiques, comme l'année dernière, par exemple, il y a eu des forts orages qui ont fait beaucoup de dégâts du côté de Cannes, mais qui ont aussi emporté un remblai autoroutier au niveau d'une traversée hydraulique sur l'autoroute A75 du côté de l'Odève. Donc, des événements climatiques, il en arrive déjà. Voilà. Donc,
Je ne vais pas rentrer dans le débat, y a-t-il changement climatique ou pas? Déjà, il faut faire avec les événements climatiques que l'on observe, et puis donc on nous annonce que peut-être ça va aller en empirant, qu'on aura des événements climatiques comme ça de plus en plus violents. Donc tout ça, ça fait que ça nous ramène donc au réseau d'infrastructures existant. Ce réseau d'infrastructures existant, il a besoin d'entretien, mais il a aussi besoin d'être adapté à tous ces événements climatiques. Et donc, c'est pour ça que le ministère de l'Écologie nous a demandé de travailler au plan national d'adaptation au changement climatique. Et donc, dans une première séquence, ce qui a été fait, c'est ce qui s'affiche sur cette diapositive. Ce qui a été fait, c'est d'identifier dans les référentiels de conception des infrastructures, à chaque fois, on va utiliser donc, dans la conception des données climatiques et comment on va les prendre en compte. Et puis après, voir comment actualiser donc, ces données climatiques, donc adapter donc, les référentiels de conception. Donc c'est tout un travail qui a été engagé sur tous les référentiels de conception. Et on commence maintenant à dresser un état de la vulnérabilité des infrastructures de transport. Et donc, on s'achemine, partant de là, si je dois revenir au champ des terrassements, on s'achemine vers des questions comme sans doute renforcer des remblais pour qu'ils résistent à l'érosion, donc stabiliser des remblais, améliorer la transparence hydraulique de certains remblais, donc augmenter les sections des ouvrages hydrauliques pour améliorer cette transparence hydraulique. Ça aussi, c'est du terrassement. Augmenter, peut-être agrandir des bassins d'orage. Voilà, et alors si par contre on imagine une projection avec la montée du niveau d'inondation, peut-être devoir aussi relever certaines infrastructures de transport. Bon, on n'en est pas encore là, mais pourquoi pas, ça pourrait à la limite peut-être aller jusque-là. Mais sans aller jusque-là, vous voyez qu'il y a déjà du pain sur la planche sur le réseau d'infrastructures de transport existant. Là encore, je me suis fait piéger, la technique. Merci Pascal Rossigny. Marc Petit, normalement, ce que l'on vient d'entendre devrait faire revenir le sourire sur vos lèvres d'entrepreneur. Il y a des besoins. Ouais, évidemment, il y a des besoins, mais on n'en a jamais vraiment douté. Ce qu'on vient d'entendre nous conforte plutôt dans notre vision des choses. On est un métier qui a encore beaucoup de réalisations à faire, qui peut accompagner les maîtres d'ouvrage dans beaucoup de projets, même si évidemment on n'aura plus l'activité qu'on a connue dans certains domaines, la construction du programme autoroutier national, le rythme qu'on a connu sur la construction des LGV va probablement diminuer, ça c'est bien évidence. Mais on devra s'adapter et s'apprêter à faire d'autres types de travaux dans d'autres domaines, dans des domaines techniques probablement différents de ceux qu'on aborde aujourd'hui, sur des volumes plus faibles, mais dans des contextes plus compliqués d'environnement, de type de marché, de partenariat. Donc ça, c'est des vrais défis pour nos entreprises. Et je pense qu'on est tout à fait mobilisé pour les relever. Après, ce que je voulais souligner, et là, je pense que M. Duron nous aurait apporté un éclairage plus important, plus précieux dans ce domaine, c'est la nécessité pour nos entreprises d'avoir une visibilité à moyen terme et long terme de l'activité, des perspectives d'activité. On l'a abordé tout à l'heure à la table ronde précédente. Il n'y a rien de plus compliqué pour nous que de ne pas savoir ce qu'on va faire dans 2 ans ou 3 ans, d'avoir des projets qui sont incertains, voire différés, voire reportés sur des longues durées. Ça nous pose des gros problèmes en termes de gestion de nos personnels, de nos ressources, de nos compétences, en termes d'investissement en matériel, d'amortissement. Donc, au-delà du volume qui est à traiter, il est important aussi que le rythme soit plus établi, plus progressif, et qu'on soit moins soumis à des variations brusques d'activité comme celles qu'on a pu connaître il y a quelques années et celle à laquelle on est confronté aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est important que les choses soient réfléchies, planifiées, et que les financements également se mettent en place
au fur et à mesure que les projets arrivent. C'est notamment un des rôles importants de l'AFIT, dont M. Duron est le président, et qui doit permettre de mobiliser les financements pour que justement les projets aboutissent et qu'on puisse participer à leur réalisation. Il est vrai que la présence de M. Duron nous aurait permis de répondre à un certain nombre de questions que vous soulevez à nouveau. Bon, sur la première partie de votre intervention, je ne suis pas inquiet. Le terrassier est souple, adaptable, réactif, etc. Les nouvelles techniques, les nouvelles pratiques, tout ça, ça devrait aller tout seul. On a eu un portrait de l'entreprise ce matin. On va faire un portrait de l'entreprise de demain, justement, voir si ces notions sont toujours aussi valables, si les besoins du terrassier de demain, avec l'aide de ces messieurs, on va dresser un petit peu le portrait du terrassier de demain, ce qu'il faudra faire évoluer, ce qui sera intéressant de marquer. Et je vous propose d'aborder en premier lieu, en essayant de suivre un petit peu une logique qui est apparue ce matin, d'aborder d'abord l'économie du projet, si vous voulez bien, la recherche d'un meilleur coût, d'un meilleur compromis coût-construction, la prise en compte des coûts de maintenance, la recherche, les modes de financement, etc. Je vais commencer par un maître d'ouvrage, Marc Papinutti. En tant que maître d'ouvrage, d'un point de vue général, comment vous abordez l'économie du projet? Comment vous prenez en compte l'ensemble des données d'équilibre technico-économique en intégrant aussi la maintenance, bien entendu? Dans l'ordre des choses, je pense que avant d'être VNF, j'étais directeur d'infrastructure de transport, donc j'ai aussi eu ce problème. J'avais les routes et le reste des infrastructures. D'abord, sur l'économie du projet, de tout ce qu'on se dit, il faut retenir au moins une chose, c'est que le projet ne se décide plus. Il n'y a plus le grand soir du projet. C'est que des petits matins, que des petites étapes pour nous, les maîtres d'ouvrage. Vous, il y a le grand jour des marchés, des médecins street off, etc. Mais nous, on a des étapes préalables plus complexes que par le passé. Pas simplement parce qu'il faut qu'un projet il mature, il mûrisse. On en a un en commun tous les deux là, avec Seine-Nord, je peux en parler à l'infini. Le projet Seine-Nord d'aujourd'hui par rapport à celui qui avait été adopté au CIAT de décembre 2003, donc il y a 13 ans, c'est plus le même projet. C'est devenu un projet de territoire, c'est plus un projet d'infrastructure. Donc c'est bien ces grosses nuances qui se font. Après, comment on le mature et comment ça se passe? Moi, ce que je vois, c'est la difficulté que vous soulevez. Je la comprends très bien. C'est-à-dire, on a envie de savoir à 5 ans, 7 ans ce qu'on fait, ou 10 ans. Nous, on est confrontés à autre chose. C'est que, ne serait-ce que pour les budgets, la difficulté des uns et des autres à anticiper leur propre budget, nous amène nous aussi à réfléchir à quel mode de dévolution. Est-ce qu'on fait de la loi MOP, néoclassique, je dirais, et dans la loi MOP, VNF, on est un expert, on fait quand même à peu près... on a prévu au CPR de l'ordre de 660 millions d'euros, tout financement confondu, dans les 5 années à venir, donc c'est quand même pas mal. Et là, on sera en loi MOP majoritairement, donc on prend des objets isolés et puis on les construit. Voilà, c'est quelque chose de bien connu, avec une maîtrise d'ouvrage plus ou moins maîtrisée en interne. Quand je dis plus ou moins maîtrisée, c'est qu'on a de plus en plus le rôle des maîtres d'œuvre, bien entendu, et la suite. À côté de ça, l'intégration même de la maintenance, parce que si je parle de mes objets à moi, c'est des objets techniques. Il n'y a pas que si je prends le canal Seine-Nord, il y a un problème technique évident, c'est l'étanchéité. L'étanchéité, ça ne va pas se voir dans les 5 ans ou dans les 7 ans. Donc ça va être dans 20 ans, 25 ans, la performance. Donc qu'est-ce que le maître d'ouvrage de demain, la société de projet, et puis l'exploitant d'après-demain, c'est-à-dire VNF, comment on va mettre le niveau d'exigence? Quand on était en contrat de partenariat, c'était pas pareil, c'était relativement plus simple, puisque c'était le contractant qui prenait tous les risques. On lui transférait les risques et puis c'était fini. Là, on peut même avoir des moments où l'exploitant, mais c'est pareil en route, où l'exploitant dit tu me donnes ton truc, c'est très bien, mais moi dans 15 ans j'aurai peut-être des problèmes et tu seras plus là, toi, tu auras changé, tu n'auras plus ce même rôle. Donc c'est vrai que nos visions, soit concession avec le risque trafic en plus et donc des recettes, soit contrat de partenariat, amènent à certaines choses. Deuxième chose que je vois, plus que la maintenance, c'est la capacité de construction en parallèle. C'est-à-dire que mes PPP barrages, je les aurais pas fait. J'en fais un tous les 5 ans en ce moment, moi, de la même taille. Donc j'avais 100 ans pour finir mes 20 barrages. Un siècle. Je ne parle pas avec les moyens budgétaires que je peux trouver. Donc là aussi, le passage à une dévolution contrat de partenariat s'imposait de fait. Elle n'a pas été contestée par les uns et les autres. Ce n'était pas une dévolution politique. Mais derrière, ça pose aussi il y avait un avantage énorme sur la maintenance.
Pourquoi ? Parce que quand on aura construit les 3 premiers ou les 4 premiers qui vont être mis en service, on verra les petits bugs qu'il peut y avoir et on pourra faire du rétrofit sur tous les barrages suivants. Pareil sur les techniques, on est dans l'eau, nous on a un problème, c'est que dans l'eau, y compris pour les terrassements, on va pas toujours savoir ce qu'il y a au fond, on sait pas toujours très bien ce qu'il y a au fond. Au moins, quand ils en seront au 10e, ils auront parfaitement la grille des analyses préalables qu'il faut faire par rapport à ce que nous on aurait fait au cas par cas. Donc on a vraiment, quand on parle maintenance, moi je pense tout de suite contrat de partenariat. Et dans la société de projet, on a beaucoup réfléchi avec Pierre qui est là, et on en a déjà discuté souvent, comment on fait pour, à chaque fois, que le constructeur et puis l'exploitant derrière tombent d'accord sur le niveau d'exigence qu'on peut avoir. Donc c'est... Bon, alors sur la partie pur terrassement, je dirais là c'est peut-être plus facile parce que c'est quelque chose qui est quand même connu, on a fait des grands chantiers, mais où on en a... Moi j'ai toujours cette inquiétude sur la durée, dans la mesure où une grande partie des infrastructures que je gère aujourd'hui, elles ont un délai et je m'aperçois voilà, qu'au bout de... Quand j'ai le canal du Midi, j'ai les plans, j'ai l'exactitude de ce qui a été fait. Je sais que maintenant, il y a des logiciels informatiques formidables comme les BIM qu'on m'a vendus, que les Néerlandais m'ont vendu, mes homologues néerlandais. Mais je me dis, pour tenir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce qui est la durée de vie de mes infras, voire un siècle, est-ce que notre système sera assez solide pour que nos successeurs puissent faire des choses? Voilà, les quelques éléments que je pourrais donner. On peut vous poser la question aussi. Vous avez, pour un département, le financement, c'est quelque chose de très important. C'est pas si évident. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est des choses complexes. Ça implique forcément une vision un peu particulière des choses, de la maîtrise de l'économie du projet. On peut peut-être s'appuyer d'ailleurs sur des expériences pratiques que vous avez menées. Je pensais notamment à la déviation de Troissereux. Par ailleurs, on sait combien les élus souhaitent apporter du concret à leurs électeurs. Soyons très pratiques. Est-ce que la réduction des délais reste aujourd'hui une donnée fondamentale ? Oui, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, le financement est toujours problématique. Je faisais le compte. Là, on a aujourd'hui, hormis les 2 opérations à 100 millions d'euros, Troissereux et Ribé-Cournoyon, dont les travaux sont en cours, j'ai 200 millions d'euros de travaux, d'opérations qui sont déclarés d'utilité publique, avec loi sur l'eau obtenue, donc quasiment démarrable, hormis les acquisitions foncières. Mais ça, ces 200 millions d'euros, aujourd'hui, on ne sait pas les financer seuls. On a un budget annuel consacré aux routes qui est de 60 millions, qui est l'un des plus élevés pour les départements de notre strate, comme on dit. Et donc il faut aujourd'hui trouver d'autres modes de financement. Quand on a eu à lancer la déviation de Troissereux, on s'est renseigné effectivement sur les divers modes de financement. Alors on ne peut pas faire de crème, on peut pas faire finalement le code des marchés publics est assez restreint. Et donc, on s'est renseigné sur le contrat de partenariat. Au final, c'est la solution qu'on a retenue. Alors, pas tellement pour le financement, mais plutôt pour la complexité du projet. Mais là où, quand même, la problématique du financement se rappelle à nous, c'est qu'une fois qu'on a fait un PPP, on a passé un contrat avec un paiement de loyer sur les 25 prochaines années, avec finalement, quand même, il faut se le dire, assez peu de dépenses en exploitation, parce qu'une fois que c'est construit, l'ouvrage, une route 25 ans, il y a assez peu de choses à faire, enfin, je l'espère. Au moins, c'est écrit dans le contrat, tout à fait. Donc, on a un loyer à payer sur les 22 prochaines années. Alors que quand on finance nous-mêmes nos projets, on fait souvent des prêts entre 7 et 15 ans. Donc du coup, là, ça fait un financement beaucoup plus long et donc ça vient alourdir en fait notre plan pluriannuel d'investissement, puisqu'aujourd'hui, on est obligé forcément de travailler comme ça et de construire en fait notre programme d'opération en fonction de nos capacités financières. Et les capacités financières des départements sont aujourd'hui catastrophiques. Je vais donner le cas de l'Oise, je peux d'autant le dire que mon président bat la campagne pour l'expliquer. C'est qu'on a 80 millions d'euros d'économies à faire sur le budget de fonctionnement. Alors, le budget de fonctionnement, c'est 700 millions d'euros.
Mais sur les 700 millions d'euros, vous en enlevez 500 qui sont des dépenses sociales légales. C'est-à-dire qu'on est juste le tiroir caisse, la caisse de l'État, parce que c'est le RSA. Et donc, il nous reste un volant où on peut faire quelque chose sur 250 millions. Mais dans les 250 millions, donc il faut trouver 80 millions sur les 250 millions, mais dans les 250, il y a 70 millions de transports. Donc, on ne peut pas arrêter les transports scolaires comme ça du jour au lendemain. C'est compliqué. Donc vraiment, les départements sont dans de vraies difficultés financières qui, si on continue comme ça, nous, on prévoit de diminuer quand même un peu l'investissement parce qu'à hauteur de 60 millions d'euros, on voit bien qu'à un moment, on ne va pas y arriver, quoi. Donc il faut trouver d'autres solutions. On a créé... parce qu'on a supprimé quelques services, donc on a redéployé les gens et on a créé un service qui est chargé de faire des études très poussées sur les financements européens pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Et puis, il y a peut-être une lueur d'espoir avec la loi NOTRe qui a réintroduit la possibilité pour les régions de financer ou de cofinancer des projets d'intérêt interrégional ou régional. Voilà. Une question que je me pose, vous évoquez toutes sortes de solutions dans les pratiques pour arriver à trouver des financements, trouver des sécurités sur les projets. Est-ce que demain, il y aura une place pour toutes les entreprises de tout type, notamment dans le domaine des terrassements ? C'est-à-dire que est-ce que le type de contrat que vous avez évoqué permettront à tout le monde de bosser, si je puis dire ? C'est sûr que le PPP de Troissereux, c'est quelque chose de costaud, quoi, hein. On a passé 1 an à le négocier, donc c'est pas forcément ouvert à tout le monde. Maintenant, on a 4000 km de route et on fait des opérations de tout niveau, avec des petits terrassements et des gros terrassements. On a aussi en charge l'aménagement foncier, on en reparlera tout à l'heure, ce qu'on appelle le remembrement. Et donc, il y a toujours de la place. Et si ce n'est en direct par le biais d'appels d'offres ou de consultations, on n'a pas, c'est aussi par la sous-traitance, puisqu'en fait, on s'aperçoit que dans les gros chantiers, il y a toujours une sous-traitance assez importante. Voilà. Marc Papinutti. Quand on a lancé le PPP pour Seine-Nord, il n'y a eu que 2 candidats. Donc ça a simplifié les choses. Je vois certains qui sourient, d'autres qui ne sourient pas. Donc voilà, on le dit, je le dis, c'est fait. Quand le PPP a été arrêté, c'était pareil. Alors, notre problème, il est de plusieurs natures. Je pense que ce qu'a dit Vincent est totalement vrai. Il y aura toujours toute nature de chantier. On ne va pas toujours concentrer 23 barrages pour faire des barrages. On ne va pas toujours concentrer 60 km de route, etc., etc. Après, on peut se poser la question, dans le modèle concessif ou dans le modèle concessif, je pense que de toute manière, c'est difficile d'avoir beaucoup de monde. Parce qu'il y a un risque, et le risque des recettes, le risque des trafics est tel que tout le monde ne peut pas jouer cette place. Ou alors, il faut faire des petites concessions. C'est pareil, hein, c'est toujours le même sujet. Sur le contrat de partenariat, très sincèrement, les 2 que j'ai signés, il y en a un, j'ai dû signer 4750 pages. Après une nuit entière de signature et les banques de Singapour, de ceci et de cela, on se dit, celui qui porte ce projet du côté entreprise, il faut qu'il ait les reins solides, puis il faut qu'il ait aussi une équipe solide. D'ailleurs, le donneur d'ordre aussi, je pense que les maîtres d'ouvrage, voilà, ça nous coûte quelques millions d'euros et quelques personnes hyper compétentes, une équipe assez solide, multidisciplinaire, comme on aime dire. Je ne suis pas sûr que tous, en face, y compris, puissent le faire. Mais certains ont évidemment de la sous-traitance. Après, il y a la loi MOP. Et ça, la loi MOP, c'est ce qu'on réfléchit, nous, sur l'allotissement de Seine-Nord et là, ce que fera la stratégie de projet. J'ai associé d'ailleurs les collectivités territoriales pour ces groupes-là, parce que moi, j'ai un peu une réflexion grosse structure. Après, c'est l'analyse d'entrepreneuriale. J'en connais ici dans la salle et qui sauront analyser le risque de pouvoir répondre ou pas. Si on fait que des très gros lots, il y aura toujours de la sous-traitance, mais c'est pas ce que vous préférez. Par contre, moi, j'ai une position un peu différente. Si on fait que des petits lots, ça veut dire que moi, sur un taux arc d'1 milliard d'euros, j'aurai des 4 bouts à se rabouter. Et ce que je veux, c'est pas simplement des taux arcs et des chantiers. Ce que je veux, c'est que mon infrastructure, pendant un siècle, puisse en être fonctionner. Donc, ça demande un rapport avec la maîtrise d'œuvre, mais on est en train de lancer le marché de maîtrise d'œuvre pour le premier taux arc qui est au sud. On a ce débat. Puis après, j'ai cité tout à l'heure, nous, un deuxième type d'organe, c'est des écluses.
Alors j'ai quand même un peu orienté les choses en disant je veux pas que ça soit 6 écluses différentes. Aujourd'hui, je suis héritier de la loi MOP sur la Seine. L'écluse de Notre-Dame de la Garenne, il y en a 3. Il y a 6 portes différentes et 6 techniques différentes, 6 hydrauliques différentes. Puis comme on était en pleine de croissance, on a mis des portes levantes parce qu'on voulait pas arrêter le trafic. Et puis donc maintenant, voilà, j'ai 6 causes de panne différentes et j'ai 6 fois plus de maintenance à faire pour être sûr que ça marche. Or, ce que je dois faire, c'est pendant un siècle. Donc là, on a essayé de voir comment on pourra inclure dans un marché comme ça les choses. Mais il y aura toujours de la sous-traitance. Après, ça, je suis d'accord, c'est quel top départ sur ces grands chantiers à quel moment on va partir? C'est là qu'il faut qu'on vous informe. Et quel mode de dévolution? Il faut qu'on vous informe assez rapidement parce que c'est ça qui va donner le top. Moi, j'ai pas de crainte. Les collectivités territoriales sont aussi représentantes de leur territoire et elles ont envie que les tailles moyennes soient présentes. Je le sens sous ton contrôle. Elles n'ont pas envie qu'on dise simplement que ça sera qu'une grande taille. Et je l'ai vu sur les 2 contrats que j'ai signés. Les choses se sont retrouvées ainsi. Mais le réseau est fait de telle manière que les entreprises, il faut qu'on trouve la manière que tout le monde y trouve sa place. C'est peut-être plus simple en loi MOP, en apparence. Ça se limite tout de suite quand on a des gros ensembles à faire, parce que l'ensemblier, finalement, est-ce que le maître d'œuvre va prendre toute cette responsabilité ou il va le redonner au maître d'ouvrage et moi, j'aurai l'air fin quand je serai le digne héritier après du truc qui aura aucune ressemblance, puis même peut-être des défauts d'imperméabilité à tel endroit, des techniques, des pentes différentes, parce que ce ne sera pas le même ingénieur du constructeur qui aura choisi ça ou ça. Et donc, il y a quand même des gros morceaux. Je sais qu'il y a une tranchée qui fera 6 km. Celle-là, je pense qu'elle sera en un seul morceau, quoi. On ne va pas s'amuser à la couper. Enfin, sous ton contrôle, Pierre, ou sous le contrôle de Catherine, je ne vois pas comment on la coupe en 3 parties. Marc Petit, 4750 pages de contrat. Pourquoi Je parlais à Marc Petit, excusez-moi. 4750 pages de contrat. En fait, Marc Papinutti dit il faut que les entreprises aussi soient prêtes à suivre certains modes de passation de marché. Et puis, il y a ce problème aussi de la place pour tout le monde. Comment les entreprises voient-elles? Quelle est votre vision? Les entreprises sont prêtes. Elles ont montré ces dernières années qu'elles étaient tout à fait capables d'aborder des projets très complexes sur des modes de financement particuliers. Je rappelle que vous êtes aussi responsable du comité méthodologie de l'IDRIM, l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité, dont je rappelle que le congrès en juin portera sur le thème des infrastructures indispensables, innovantes et engagées pour la transition énergétique. On est toujours dans notre sujet. Tout à fait. Donc je vous invite à venir nombreux à ce congrès qui aura lieu, je crois, le 14 et le 15 juin à Paris. Donc venez nombreux à ce congrès. Donc effectivement, comme vous venez de le dire, je travaille à la fois au CEREMA, donc c'est mon employeur, je précise. Donc je travaille au CEREMA et donc dans l'ancienne partie qui avant s'appelait CETRA. Donc le CETRA, vous avez sans doute connu, faisait des guides techniques. Et puis ensuite, je travaille aussi donc au sein de l'IDRIM, je préside le comité méthodologie. Et donc au sein de ce comité méthodologie, nous élaborons aussi des guides techniques. C'est tout ce corpus technique que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure quand je parlais de référentiel à adapter au changement climatique. Donc ces guides, ces référentiels, nous les élaborons avec toute la profession. Donc on y capitalise en quelque sorte l'état des connaissances, l'état de l'art. Donc on est sur un état de l'art, je dirais, partagé. Et donc c'est l'occasion d'en évoquer les principaux. Je ne pourrais pas être exhaustif là tout de suite. On n'a pas le temps non plus. Pardon ? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de toute façon. Mais donc on a le guide pour les terrassements routiers, on a le guide de conception et de réalisation des terrassements, plus tourné vers les maîtres d'œuvre. Donc, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, donc dans le guide des terrassements routiers, c'est là qu'on va pouvoir avoir la classification des sols et les conditions d'utilisation. On a un guide étude et réalisation des remblais sur sol compressible, terrassement explosif dans les travaux routiers, c'est un autre guide. Organisation d'assurance qualité dans les travaux de terrassement, les remblayages de tranchées et réfection de chaussées, les guides de traitement des sols,
et l'utilisation des sols traités aux assises de chaussée. Enfin, il y a toute une série de guides d'assainissement routier. Le corpus technique, c'est fait avec ces guides, c'est aussi fait avec les normes. Donc il y a tout un ensemble de normes françaises autour des terrassements qui tournent plutôt sur des questions de essais. Tous les sujets, on a toutes les normes d'essai, on a la classification des matériaux, des normes sur les matériels, les liants. Et puis certains équipements sont aussi normalisés, comme les filets de protection contre les chutes de blocs, par exemple. Et puis enfin, en termes de normes, ce qui arrive, qui a déjà été évoqué tout à l'heure avant la pause, on a une norme européenne sur les terrassements qui a été élaborée, qui est en enquête en ce moment, et dans laquelle on retrouvera la méthode française en annexe C. Et donc ça, je pense que ça va être vraiment très très utile pour les entreprises à l'export de pouvoir se référer à cette norme européenne qui donc sera maintenant partagée au niveau européen pour donc pouvoir utiliser le savoir-faire français sur toute l'Europe. Voilà, j'ai été très vite pour vous présenter, je suis désolé. C'est parfait. Je suis vous ai contraint de toute manière, je vous prie de m'excuser. Et je vais continuer à vous contraindre pour respecter toujours le temps. Marc Petit, ces normes, ces guides, tout ça, c'est utile à l'exercice de votre métier? C'est un frein? C'est une aide? C'est un soutien? On dit toujours qu'il y a trop de normalisation. Non, c'est indispensable à notre activité. Cette activité, elle est issue de pratiques empiriques qui ont été formalisées au travers des différentes réalisations et au travers des années, avec l'aide des réseaux scientifiques, enfin de tous les acteurs de la construction. Et on agit aujourd'hui au travers des guides qui ont été rappelés par Monsieur Rossini, qui sont indispensables à la réalisation de nos chantiers, parce qu'ils nous fixent un certain nombre de règles, de modes de fonctionnement. Ils nous permettent de faire face à des variations, on en a parlé tout à l'heure, dans la nature des matériaux, dans les capacités à apporter des solutions alternatives dans la construction des remblais, des couches de forme. Enfin, c'est un appui extrêmement solide pour la réalisation des travaux de terrassement. Mais on voit aujourd'hui que cette pratique de normalisation prend de plus en plus d'importance. On a parlé de la norme européenne. Et la volonté de notre profession, au travers du SPTF, c'est bien sûr d'être largement associé à la rédaction de l'ensemble de ces documents, que ce soit normes, guides, pour qu'ils soient le plus pratiques possible et le plus en connexion avec la manière dont on pratique sur le terrain, que ce soit des documents extrêmement opérationnels, et surtout qu'on ne tombe pas dans le travers de réaliser des guides qui peuvent aller à l'encontre de certaines optimisations et de certaines pratiques qu'on veut développer. On aura demain un exposé assez long sur le développement, sur l'économie circulaire. Notre profession est très vigilante dans ce domaine, puisque si on veut continuer à réutiliser des matériaux, voire même à les réutiliser d'un chantier vers l'autre, il faut qu'on soit très vigilant sur certaines tendances et certains guides qui ont tendance à considérer les excédents de chantier comme des déchets qu'il faut absolument mettre à la poubelle et bannir, ce qui va à l'encontre des pratiques de réutilisation des matériaux. Donc c'est dans ce domaine qu'on souhaite intervenir pour limiter et bien cadrer ces démarches pour qu'elles soient en relation directe avec nos pratiques et les chantiers. Marc Papinutti, l'excellence technique et organisationnelle, c'est une nécessité absolue. C'est un ticket d'entrée pour avoir des marchés. Je crois que c'est la clé d'entrée pour avoir des marchés, c'est la clé d'entrée pour être au niveau Europe ou monde. Il ne faut pas rêver. Et on parlait des guides. Moi, je pense que ces normes, ces standards qu'on utilise, ça permet de se dire que les gens qu'on a en face de soi, ils se sont posés un certain nombre de questions sur leur mode de travail. Et pas simplement sur la pratique et leur mode de travail qu'ils ont au quotidien. Et ça, c'est rassurant pour un maître d'ouvrage. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça fait des années que cette excellence dans le guide ou dans les normes, moi, me permet aussi de dire, quel que soit le maître d'ouvrage, que ce soit un conseil départemental, une commune ou autre, on va retrouver les mêmes choses. Et on sait que les gens, on parlera le même langage.
On ne va pas réinventer le maître d'ouvrage qui sait tout et de l'autre côté, l'entreprise qui fait tout. Même si les clients sont tellement exigeants qu'il faut leur répondre. Donc oui, c'est un mode d'un côté, un mode organisationnel. Nous, on a même fait, on en a pris pour nous en fluvial, alors c'est pas les mêmes, hein, c'est pour les résidus de dragage, pour la manière de faire de porter des pales planches, etc. On a ce même corpus. Après, vous avez dit le mot Europe. Moi, j'y suis assez attentif parce que sur un certain nombre de choses sur lesquelles on voit bien qu'on n'est pas que franco-français. Donc il faut d'un côté pour nos maîtres d'ouvrage français, mais aussi comment faire que le bon sens qu'on trouve, nous, on puisse le porter grâce à l'État au niveau européen pour que nos entreprises et vous, les vôtres, puissent rentrer sur les marchés à côté et que ce ne soit pas un marché qui verrouille par les normes à l'inverse. Vincent Hulot, sur la gestion des chantiers, le domaine de la gestion, est-ce que vous voyez-vous une évolution que pourraient prendre les terrassiers éventuellement? Ils ont une approche très globale, très en amont. Est-ce que vous avez une vision particulière sur cette façon de travailler? Oui, moi je vois aujourd'hui une évolution quand même sur la prise en compte dans les terrassements sur les grands chantiers de toute la problématique d'aménagement foncier et de la préservation de l'outil agricole. Parce qu'en fait, la pression sur les terrains agricoles est quand même très forte. Et quand on doit aller mettre en stock des remblais, enfin des déblais importants, il faut qu'on ait une vision anticipée et globale de la problématique. Après, je vais vous raconter une petite anecdote. Il ne faut pas aller trop anticiper parce que parfois on a des surprises. Sur l'opération Ribécourt-Noyon, à l'entrée de Noyon, il y a un beau mont qui s'appelle le Mont Renaud, qui a un point de vue remarquable. Et il y a un château en haut du Mont Renaud, et c'est le seul château qui n'a pas été détruit. Enfin, c'est la seule maison qui n'a pas été détruite à 50 km à la ronde lors de la Première Guerre mondiale. Et je devais acheter des terrains au propriétaire du château, et je vais le voir, et il me dit donc on n'avait pas acheté. Il me dit, Monsieur Hulot, il y a déjà plein de terrassiers qui sont venus me voir. Et il y en a même un qui a proposé de me racheter le mont et de le raser. Alors évidemment, j'ai jamais conclu avec lui. On est parti à l'expropriation, malheureusement. Donc c'est bien d'anticiper, mais je passe un message à les Immolos quand même. Merci. Pascal Rossigny, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous faire un peu de prospective? Est-ce qu'on peut faire un point sur les grandes tendances de l'innovation? On n'a pas encore parlé d'innovation. Pour conclure sur cette partie technique et organisationnelle. Oui, donc sur l'innovation, en matière de terrassement, il me semble que le champ actuel, c'est, en prolongement de ce qui avait été dit d'ailleurs avant la pause, c'est de travailler sur la meilleure réutilisation des matériaux pour les déplacer le moins possible, réutiliser au maximum les matériaux sur place. À ce moment-là, on limite les transports. Donc on va cumuler plein d'avantages à faire comme ça, c'est-à-dire l'enjeu économique sans doute, mais l'enjeu aussi consommation énergétique, donc bilan carbone. On peut trouver comme ça plein d'avantages à la réutilisation au maximum des matériaux au plus près. Donc il me semble que c'est ça le grand champ sur lequel on peut travailler encore aujourd'hui. Ce que je voudrais préciser, c'est que le ministère de l'écologie vient de lancer un appel à projet d'innovation. Je ne sais pas si vous avez vu ça, avec date limite de réponse au 15 avril. Donc vous pouvez trouver toutes les précisions que vous souhaiteriez sur le site internet du CEREMA d'État-ITM. Si vous le voulez, je suis à votre disposition aussi pour vous apporter des précisions. C'est dire que le ministère de l'écologie accompagne l'innovation. Et le principe d'accompagner l'innovation, c'est on lance un appel à projet avec les projets lauréats. Des appels à projets comme ça, il y en a quasiment tous les ans, je précise. C'est organisé par un comité qui s'appelle le Comité Innovation Route et Rue. Les lauréats, donc ce qui est organisé avec le ministère de l'écologie, c'est tout un dispositif d'accompagnement par le réseau scientifique et technique, le CEREMA, donc pour pouvoir suivre l'expérimentation. Et donc vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, c'est notamment une certaine
me semble-t-il assez intéressant, une certaine sécurité de savoir qu'on a un accompagnement qui est mis en place, qui est pris en charge par le ministère de l'écologie, donc accompagnement assuré par le réseau scientifique et technique, et notamment le CEREMA. Donc date limite de réponse 15 avril. On a bien noté. Il nous reste 10 minutes pour aborder les deux derniers sujets. Il y en a un qui est de poids, c'est celui de l'acceptabilité environnementale. On y reviendra au cours de ces journées. Donc, simplement, rapidement, évoquer tout ce qui est intégration environnementale. On a déjà abordé, en fait, on a déjà commencé. Tout ce qui est maîtrise des consommations, en eau énergie, tout ce qui est maîtrise des excédents, etc. Donc, Vincent Hulot, comment un maître d'ouvrage intègre cette dimension environnementale dans ses projets? En étant patient. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, depuis quelques années, moi j'ai commencé à travailler il y a 20 ans, on allait beaucoup plus vite, et aujourd'hui, on y va, Marc le disait tout à l'heure, étape par étape, en fait. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que on fait les études, on essaye de trouver des compensations, et la partie qui est aujourd'hui pour moi la plus importante, c'est vraiment le suivi de chantier et vraiment la mise en place des mesures compensatoires et de mesures de protection durant la phase chantier. On est très contrôlé par l'ONEMA depuis 1 an ou 2. Et donc ça, c'est un enjeu pour le maître d'ouvrage, pour l'entreprise évidemment aussi. Voilà. Je vais vous poser une question sur le terme acceptabilité environnementale. Comment vous l'interprétez? Moi, j'aime pas ce mot. Voilà. Donc, je savais, c'est pour ça que je... Non, mais je dis la vérité, ils le savent tous ici. On a un métier, et nos métiers, on parlait de normes, on parle de sécurité quand on est pour nos salariés, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a un jeu différent, une place différente, l'environnement, l'écologie, pas que l'écologie politique. Je pense que c'est... Moi, j'ai beaucoup bossé sur des projets et j'ai vu que je réussissais mieux avec les associations à faire les mesures compensatoires que quand je laissais les techniciens se battre entre eux sur des niveaux de normes. Donc j'ai envoyé la Ligue de protection des oiseaux. Quand j'abats des arbres, là en ce moment, sur les platanes, j'ai des gens de la LPO qui veillent que les chauves-souris ne soient pas là au moment de l'abattage. Donc on a une nouvelle société qui évolue sur ce point. Deuxième point, c'est ce que je rejoins ce que mon voisin en disant effectivement, on met plus longtemps à faire les choses, mais c'est parce qu'il faut les rendre faisables. Ce qu'on veut, c'est les faire. On n'est pas simplement comme avant à dire on va les faire à coup sûr et dans 3 ans c'est fini ou dans 4 ans c'est fini. Ce qui nous pose 2 problèmes. On n'est plus sur le rythme politique, c'est-à-dire il y a quand même des délais de 5 ans assez irréguliers chez mon voisin ou chez d'autres. On a, y compris au niveau nature, des évolutions qui peuvent se faire. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de réchauffement climatique. Moi, j'ai un endroit, on a fait un chantier presque en urgence parce que le réservoir de Pont-et-Massène, qui pendant 70 ans ou un siècle était suffisant, son déversoir n'est pas suffisant et j'ai eu un moment un risque de submersion. Donc là, j'ai mis en urgence. Et je me suis fait convoquer par le commissariat de police parce que j'avais mal appliqué un certain nombre de règles alors qu'on les avait négociées. Donc voilà, on a un jeu, on n'est plus comme avant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'ingénierie de nos projets, dans l'ingénierie même de l'avancement du projet, on sait l'intégrer. C'est-à-dire que c'est plus de l'acceptabilité, on a des gens qui savent le faire. Sur le chantier, là, je le rejoins parfaitement, on est encore en risque. Vous, les entreprises, vous savez le faire, à condition qu'on ait bien et que vous ayez travaillé là aussi avec les assos. Parce que quand je parlais de la LPO ou de certaines grenouilles, on voit bien que c'est plus comme avant. Il faut donc qu'on veille à tout moment, parce qu'on est sous contrôle, ce qui n'est pas anormal de la société. C'est quand je suis convoqué sur un PV, c'est qu'il y a eu un problème que pourtant... que le service qui a donné, il y a encore 5 ans, était dans la direction territoriale, dans la même direction que nous. Donc voilà, on est sous contrôle, mais c'est pas compliqué à faire. Hein. C'est long à trouver le bon cheminement. On a bien compris. Très rapidement, parce que vraiment l'heure tourne, Pascal Rostigny, est-ce que vous pouvez, en complément de ce que vous nous avez déjà dit, parler de ce qui concerne l'environnement ? Voilà, juste une diapositive qui vous récapitule quelques guides. Là aussi, on n'est pas exhaustif sur des guides techniques, donc élaborés ou par le CETRA, CEREMA ou par l'IDRIM. Donc les guides
pour la prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets. Et le premier, le guide étude d'impact, c'est peut-être le plus important, celui dont je souhaite vous parler. En fait, il existait déjà un guide étude d'impact et on sort là dans les prochaines semaines une actualisation de ce guide étude d'impact et qui donc va regrouper un petit peu l'ensemble des procédures, parce que c'est vrai, il faut le reconnaître, il y en a diverses et variées. Donc on a un guide d'étude d'impact qui va regrouper et récapituler les procédures. Et puis ensuite, il y a le guide acceptabilité environnementale des matériaux alternatifs en technique routière avec différentes déclinaisons. Le diagnostic des déchets, des études préliminaires au chantier, un autre guide. La maîtrise du bruit des chantiers. Et puis enfin, un guide sur lequel on travaille à l'IDRIM, préservation des milieux naturels en phase chantier. Donc, sur lequel on travaille encore. Donc il y aura des fiches techniques, il y aura dedans des fiches techniques pratiques, basées sur les bonnes pratiques que vous mettez en œuvre sur vos chantiers. Donc ça, je ne peux pas encore vous dire exactement quand ça sortira, peut-être à peu près à la fin de l'année. Merci. Marc Petit, on va, sans dire tout ce qui va être dit demain, parce qu'il y a encore des tas de choses qui vont être dites sur l'environnement, vous, les arracheurs d'arbres, les dénicheurs de petits oiseaux, les destructeurs de libellules, comment vous voyez cet environnement, son abord? Je fais exprès. Hein. Ouais, bien sûr. Ce qui est certain, c'est qu'on change les paysages. Donc, nos travaux modifient les paysages, modifient l'environnement. On a un impact certain sur l'environnement du chantier, mais ce qui ne nous empêche pas d'être extrêmement attentifs et vigilants à avoir d'excellentes pratiques en termes d'environnement. Je crois que des progrès énormes ont été faits au cours des dernières années dans ce domaine. Si on revient 20 ans, 30 ans en arrière, quand on regardait à cette époque-là comment les chantiers étaient menés de ce point de vue, c'était probablement pas la préoccupation principale de nos entreprises. Aujourd'hui, on est dans cette démarche de préserver l'environnement pendant la réalisation de nos travaux. On est en constante amélioration, je le pense. On aura des exposés demain sur l'engagement volontaire auquel notre syndicat a adhéré. Tout ça, c'est une démarche constante d'amélioration et qui est indispensable, les maîtres d'ouvrage l'ont bien dit. De toute façon, pour qu'on puisse continuer à travailler, continuer à réaliser des infrastructures et tout, il faut qu'on élimine ce risque, enfin qu'on le minimise, le risque d'être montré du doigt pendant la réalisation des travaux, d'où l'intérêt pour nous de mettre en place ces bonnes pratiques. Dernier point que je souhaitais aborder, c'était la responsabilité sociétale. En théorie, nous avons 3 minutes pour le faire, c'est-à-dire moins d'1 minute pour chacun. On va essayer quand même de dépasser un tout petit peu. Et on y arrivera. Rapidement, j'ai demandé aux 2 maîtres d'ouvrage qui sont là, Marc Papinetti et Vincent Hulot, comment ils abordent cet aspect-là. Parce que la responsabilité sociétale, c'est une affaire d'entreprise, c'est aussi une affaire de maîtrise d'ouvrage. Vous êtes dans 2 positions qui sont un peu différentes et je pense que Vincent Hulot, avec toute la charge qu'il a rappelée tout à l'heure, la charge sociale des départements se trouve dans une situation assez particulière. Comment vous abordez cette notion de responsabilité sociétale en partage avec l'entreprise, d'une certaine façon? Qui veut répondre en premier? On la partage avec l'entreprise en commençant par le premier sujet que vous savez mieux faire les entreprises que nous encore, c'est la sécurité, y compris la sécurité des gens qui y travaillent. Je le dis parce que j'ai un profond respect pour la vision de la sécurité des propres salariés des entreprises. On ne se le dit pas assez souvent. C'est le premier élément de société, c'est que l'agent, l'ouvrier qui travaille, il travaille en sécurité. Et ça, je veux dire bravo parce que c'est intégré. Après, c'est l'emploi. Et l'emploi, c'est le cœur du réacteur de toutes les collectivités aujourd'hui, de tous les niveaux de collectivités, y compris l'État. Donc, c'est le deuxième sujet. Mais on est quand même dans des métiers aujourd'hui, nous, où l'emploi n'est plus aussi élevé qu'il a été par le passé, et c'est l'emploi local. Donc, effectivement, pour un chantier comme Seine-Nord, ça fait des années qu'on prépare le territoire à tous les besoins qu'on aura de personnel. Parce que je me souviens que quand on fait des LGV dans une profondeur de 10 km ou 15 km, tous les gens disponibles trouvent de job. Et puis on a un troisième point qui me préoccupe plus, puisqu'on est ici TP et terrassier, c'est que des fois on est obligé de faire partir des gens.
Et on sait le temps de formation de ces gens, on sait le capital humain qui sont dans vos entreprises. Et quand ces gens partent, on ne peut pas les retrouver tout de suite. Et c'est là, voilà notre responsabilité, d'ailleurs, de maître d'ouvrage, c'est de pouvoir gérer et avec les entreprises ces points-là. Vincent Hulot. Nous avons mis depuis, notamment avec la convention d'engagement volontaire, des clauses d'insertion dans nos marchés, mais on essaye de faire de l'insertion intelligente, c'est-à-dire qu'on regarde au cas par cas. Et puis, on a bien conscience que les difficultés actuelles des entreprises, quand on est obligé de se détacher de personnel parce qu'on n'a pas de quoi occuper son propre personnel et aller prendre des gens en insertion, ça pose problème. Mais je vais essayer de vous convaincre de l'intérêt de le faire, en tout cas au niveau des départements, parce que le public en insertion qu'on vous propose, souvent, c'est des gens qui sont au RSA. Donc quand ils quittent le RSA, en fait, c'est des gens... C'est une dépense en moins pour le département. Et donc, par le biais de la diminution des dépenses de fonctionnement, ça fait augmenter notre capacité d'autofinancement et donc d'investissement. Et normalement, la boucle est bouclée si tout va bien. Je vais terminer par une dernière provocation, Marc Petit. Est-ce que d'une certaine façon, il est possible de concilier responsabilité sociétale et rentabilité de l'entreprise ? Oui, bien sûr. J'en attendais pas, moi. Bon, je la pose quand même. Toutes ces dispositifs ont un coût qui peut être relativement élevé. Bon, bien sûr, il y a certaines choses qui sont intégrées au marché. On a parlé d'intégration de personnel en difficulté, la sécurité, tout ça. Bon, ces dispositions-là peuvent être valorisées au travers de nos contrats. Mais nos entreprises sont également impliquées dans beaucoup d'autres actions qui sont peut-être moins visibles par les maîtres d'ouvrage ou pendant l'exécution du chantier, qui sont bien sûr des formations permanentes et notamment des formations qualifiantes qui permettent à nos personnels d'avoir une employabilité améliorée, qui nous permet de replacer des gens quand malheureusement on a des baisses d'activité comme on peut les connaître actuellement. On a également des informations, des actions importantes dans tout ce qui est lutte contre les addictions. Il faut bien en parler. Nos personnels utilisent des machines lourdes, dangereuses, et on se doit de lutter contre les gens qui peuvent avoir des comportements risqués du fait de certaines consommations à titre privé. On a également des actions importantes dans le domaine de la qualité de vie au travail, dans l'insertion de personnel à handicap, de sûreté, de contrôle du travail clandestin. Donc tous ces dispositifs et ces actions qu'on met en place, bien sûr, ont un coût, mais je pense qu'il faut plutôt le considérer comme un coût d'investissement pour l'avenir, pour améliorer l'attractivité de nos entreprises vis-à-vis des jeunes qui sont fortement en demande de ce genre de dispositif et qui permet à nos entreprises d'évoluer et de s'insérer au mieux dans la société. On est quand même des acteurs importants de l'activité économique et on se doit d'être fortement impliqués dans ces domaines. Donc ça a un coût, mais probablement pas un coût qui est de la pure dépense. Envisageons ça comme de l'investissement sur le long terme. Merci messieurs de nous avoir aidés à construire un petit peu la route de demain de l'entreprise du terrassement. Nous allons passer maintenant à une autre étape.